Imaginez un instant, vous entrez dans un ascenseur bondé. Votre regard croise celui d'un inconnu. Il sourit. Et là, en l'espace de 5 petites secondes, pas une de plus, vous savez? Vous savez s'il est détendu ou au bord de la crise de nerfs, s'il est sincère comme l'eau de roche, ou s'il vous raconte une histoire à dormir debout. Impossible, dites-vous? Une sorte de super-pouvoir? Pas du tout. C'est une compétence, affûtée et accessible, qui repose sur une vérité fondamentale de la communication humaine. La preuve vivante est sous vos yeux, partout, tout le temps. 93% de vos impressions, oui, vous avez bien entendu, presque toute la substance de nos interactions, ne viennent pas des mots prononcés. Elles émanent de ce vaste océan qu'est le langage non verbal, de ces signaux subtils que notre corps envoie sans même que nous en ayons conscience. La posture, le regard, les micro-expressions, le ton de la voix, tout parle, bien avant que la bouche ne s'ouvre. Ratez ces signaux, et vous jouez littéralement aux cartes blanches avec les manipulateurs, les escrocs, ou même simplement les personnes malhonnêtes qui jalonnent votre quotidien. Vous leur offrez un avantage décisif, une opportunité de vous berner sans que vous ne voyiez rien venir. Mais attrapez-les, apprenez à les décrypter, et soudain, vous lisez dans leurs pensées comme si vous aviez un écran haute définition intégré directement dans votre cerveau. C'est une compétence qui transforme radicalement votre perception des autres et, par extension, votre manière d'interagir avec le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de simples astuces. Je vais vous livrer les 7 secrets de psychologie les plus pointus, les mêmes que les profilers fédéraux utilisent pour décoder n'importe qui, n'importe où, en moins de 5 secondes. Ce ne sont pas des tours de magie, mais des observations scientifiques, des mécanismes psychologiques ancrés au plus profond de notre cerveau. Secret numéro 1. Le regard n'est pas qu'une fenêtre sur l'âme, c'est un véritable bâton de vérité. C'est la première chose que nous cherchons chez l'autre, consciemment ou non, pour évaluer sa sincérité et son intention. Mais attention, il ne s'agit pas juste de fixer ou d'éviter. Il y a des nuances, des durées, des intensités qui révèlent des mondes. Un adulte moyen, quand il est à l'aise et sincère, maintient le contact visuel entre 60% et 70% du temps de parole. C'est notre zone de confort social, celle où nous nous sentons connectés sans être menaçants. Si vous observez que ce pourcentage descend sous les 30%, c'est un signal clair. La personne cache très probablement quelque chose, ou alors elle est dans un état d'ultragène, de timidité maladive. Dans les deux cas, son inconfort se manifeste par une fuite du regard, une incapacité à soutenir le vôtre. Ce n'est pas nécessairement un mensonge, mais c'est une alerte, quelque chose ne va pas. À l'inverse, si le contact visuel dépasse les 80%, si la personne vous fixe avec une intensité inhabituelle, soyez vigilant. Ce n'est plus de la connexion, c'est de la domination ou de l'intimidation. Elle essaie de prendre le dessus, de vous mettre mal à l'aise, ou de masquer une insécurité par une agressivité visuelle. Un regard trop soutenu, sans clignement, peut aussi être le signe d'une tentative délibérée de paraître sincère, ce qui est souvent le cas chez les manipulateurs aguerris qui savent que l'on associe le contact visuel à l'honnêteté. Mais le véritable indicateur, celui qui ne ment presque jamais, c'est la durée du premier fixe, le tout premier contact visuel. Moins d'un demi-seconde, c'est une fuite. C'est le signe d'une gêne extrême, d'un malaise ou d'un mensonge en cours de formation dans l'esprit. Le cerveau, en mode alerte, préfère éviter le lien direct pour ne pas être démasqué. 1 à 2 secondes, voilà le signe d'un intérêt sincère. C'est la durée idéale pour établir une connexion, montrer que l'on écoute et que l'on est présent. C'est le regard de la personne qui vous apprécie, qui est à l'aise avec vous. Plus de 3 secondes sans cligner, et là, c'est une autre histoire. Soit vous avez affaire à un professionnel de la séduction qui utilise le regard comme une arme pour captiver, soit il vous teste, évaluant votre résistance, votre réaction. C'est un regard calculateur, pas un regard de connexion naturelle. Pourquoi 5 secondes suffisent-elles pour capter ces indices ? Parce que notre cerveau limbique, cette partie primitive et émotionnelle de notre encéphale, réagit avant même que la pensée consciente n'ait le temps de censurer ou de fabriquer une réponse. Les réactions oculaires sont souvent des réflexes, des signaux involontaires de notre état interne. Si ses yeux fuient, d'abord, puis reviennent avec hésitation, il est en train de décider, en une fraction de seconde, s'il peut vous faire confiance, s'il doit vous révéler quelque chose ou s'il doit maintenir sa façade. C'est un mini-débat interne qui se joue sous vos yeux. Voici une astuce bonus, imparable pour traquer la dissimulation. Posez votre question, finissez votre phrase,
Puis, comptez silencieusement. 1000, 2000, 3000. C'est une technique simple, mais redoutablement efficace. Si, à la fin de ce compte mental, la personne n'a pas rétabli le contact visuel, si son regard est toujours fuyant ou perdu dans le vague, la probabilité qu'elle vous cache un truc dépasse les 70%. Le poids cognitif du mensonge ou de la dissimulation empêche le cerveau de se concentrer sur la tâche sociale, de maintenir le contact. Testez cette technique demain au bureau, avec un ami, un collègue. Vous verrez, les résultats sont souvent stupéfiants. Vous commencerez à percevoir ce que la plupart des gens ignorent. Secret numéro 2. Pour vraiment connaître la véritable direction mentale d'une personne, ne regardez pas seulement son visage, regardez ses pieds. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une source d'information d'une fiabilité déconcertante. Le corps peut vous faire face, le sourire peut être plaqué, les mots peuvent être choisis avec soin. Mais si les orteils pointent vers la sortie, la personne est déjà en fuite, mentalement sinon physiquement. C'est ce qu'on appelle le pas de l'orateur. Mais le phénomène s'applique à bien plus que des discours. Dès qu'un individu se sent piégé, mal à l'aise, pressé de partir ou simplement désintéressé, un pied, souvent le pied dominant, se dérobe inconsciemment vers la porte, vers une sortie imaginaire ou même vers un allié potentiel dans la pièce. C'est une manifestation primaire de notre instinct de fuite. En 5 secondes, vous pouvez scanner la ligne épaule-hanche, genou-pied. S'il y a plus de 15 degrés d'écart entre l'axe des épaules, qui vous font face par politesse, et l'axe des pieds, qui révèle l'intention réelle, l'attention de la personne est ailleurs. Son esprit est déjà en train de planifier sa sortie, sa prochaine action ou de se déconnecter de la conversation. Pourquoi ce signal est-il si fiable? Parce que le cortex moteur, la partie du cerveau qui contrôle nos mouvements, est relié directement au système de fuite ou de combat. Les jambes et les pieds sont les premiers à réagir à une menace perçue ou à un désir d'évasion, bien avant que la pensée consciente n'ait le temps de censurer ce mouvement. C'est un signal honnête, car il est incroyablement difficile à contrôler volontairement. Essayez de maintenir vos pieds pointés vers quelqu'un, alors que tout votre être crie de partir. Vous sentirez une tension, une dissonance. Ce phénomène est particulièrement révélateur dans des contextes variés. Imaginez une conversation. La personne vous écoute poliment, hoche la tête, mais ses pieds sont déjà orientés vers le couloir. Elle a déjà mentalement quitté la discussion. En réunion, c'est une petite appli immédiate. Si les pieds du chef partent vers la porte, c'est qu'il a déjà décroché, qu'il est pressé ou qu'il a d'autres priorités en tête. Terminez votre phrase vite, soyez concis, car son attention est ailleurs. Vous pouvez même l'utiliser pour évaluer l'engagement de votre interlocuteur lors d'un rendez-vous. Des pieds bien ancrés et orientés vers vous signalent un engagement. Des pieds qui gigotent ou qui pointent vers l'extérieur révèlent un désir d'évasion. Les pieds sont également le siège de nombreux comportements de déplacement, lorsqu'une personne est nerveuse ou mal à l'aise. Taper du pied, croiser et décroiser les chevilles de manière répétée ou déplacer son poids d'un pied à l'autre sans raison apparente sont autant de signaux d'un inconfort interne. Ces micro-mouvements sont des tentatives inconscientes de libérer une tension accumulée. La prochaine fois que vous êtes en conversation, descendez votre regard pour un scan rapide. Vous serez surpris de la quantité d'informations que ces boussoles mentales peuvent vous offrir sur les véritables intentions de votre interlocuteur. C'est un secret puissant, car les pieds sont souvent la partie du corps la moins contrôlée consciemment. Secret numéro 3. La zone clé pour détecter la dissimulation se trouve juste là, au centre de votre corps, au-dessus du sternum, au niveau du haut de la poitrine. C'est une zone de vérité, un indicateur physiologique que très peu de gens savent contrôler. Quand une personne ment ou est soumise à un stress intense, sa respiration change. Elle devient plus courte, plus superficielle, souvent bloquée dans la partie supérieure du thorax. Pourquoi? Parce que le corps se contracte, par peur que l'angoisse, la culpabilité ou le mensonge ne soient visibles. C'est une tentative inconsciente de retenir l'information, de se faire plus petit. Le résultat de cette respiration bloquée est physique et visible, si vous savez où regarder. L'air manque, les épaules remontent légèrement, le cou se raidit et le corps tout entier semble se tendre, comme un ressort. En 5 secondes, observez attentivement la chemise, le pull ou le col de la personne. Un pli horizontal, le fameux pli du mensonge, peut apparaître juste en dessous de la gorge, au-dessus du sternum. Le tissu se tend, se plisse de manière anormale, reflétant la tension interne. C'est un micro-signal, mais une fois que vous l'avez repéré, vous ne pourrez plus l'ignorer. Pour les femmes, un bijou pendentif, un collier, peut remonter d'1 centimètre ou 2, tire par la tension des muscles thoraciques et du cou.
Ce mouvement, souvent imperceptible pour l'œil non averti, est un indicateur puissant. Pour les hommes en costume, la boutonnière de la veste, ou même le tissu de la cravate, peut se plisser ou se tendre de manière inhabituelle. Ce sont des indices subtils, mais incroyablement fiables, car ils sont involontaires. Le corps réagit au stress de la dissimulation en modifiant ses schémas respiratoires et musculaires. Ce n'est pas un signe isolé, mais un élément précieux à ajouter à votre arsenal d'observation. Couplez-le au regard. Si le pli du mensonge apparaît en même temps que le regard fuit, que la personne détourne les yeux ou qu'elle a du mal à soutenir votre contact visuel, alors vous tenez un indice de dissimulation qui dépasse les 90% de fiabilité. C'est une combinaison puissante car elle allie une réaction physiologique involontaire à un comportement oculaire difficile à contrôler sous stress. La tension dans le haut de la poitrine est une réponse directe du système nerveux autonome à la situation de stress, de peur d'être découvert. C'est le corps qui crie « alerte », alors que la personne essaie de garder son calme en surface. Pour affiner votre observation, essayez de repérer la respiration normale de votre interlocuteur au début de l'interaction. Est-elle profonde, régulière, abdominale, ou est-elle déjà superficielle? Ensuite, quand vous posez une question potentiellement délicate, observez le changement. Un passage soudain à une respiration thoracique haute et courte, accompagne de ces micro-tensions dans le cou et la poitrine, est un signal fort. C'est un secret qui demande un peu de pratique pour être maîtrisé, mais une fois que vous l'aurez intégré, vous verrez ces plis et ces remontées partout, vous offrant une nouvelle couche de compréhension des non-dits. Secret numéro 4. Les micro-expressions sont les éclairs de vérité, les fenêtres les plus pures et les plus fugaces sur l'état émotionnel réel d'une personne. C'est le professeur Paul Ekman, pionnier de la recherche sur les émotions et les expressions faciales, qui a recensé 7 émotions universelles qui se manifestent par ces contractions musculaires involontaires et quasi instantanées. La joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise et le mépris. Elles durent entre 1/25e et 1/2 secondes, ce qui est incroyablement court. Autant dire qu'il faut un œil entraîne, une concentration aiguisée, pour les capter. En 5 secondes, vous n'aurez pas le temps de toutes les analyser, ni même de les voir toutes. L'objectif n'est pas de devenir un expert en reconnaissance de chaque micro-expression en un clin d'œil, mais de repérer les signaux les plus évidents qui trahissent une émotion cachée. Pour cela, concentrez-vous sur le triangle front-sourcil-menton. Cette zone concentre les muscles les plus expressifs du visage et offre les indices les plus rapides. Un signal d'alarme majeur est l'asymétrie. Voyez-vous un seul côté du visage se contracter tandis que l'autre reste figé. C'est un signe presque infaillible d'une émotion feinte, d'un mensonge émotionnel. Notre cerveau, lorsqu'il exprime une émotion authentique, active généralement les mêmes muscles des 2 côtes du visage. Une asymétrie est souvent le signe d'un effort conscient pour masquer ou simuler une émotion. Prenons l'exemple du sourire, la plus courante des expressions feintes. Un sourire authentique, le fameux sourire de Duchenne, implique la contraction des muscles zygomatiques majeurs, qui tirent les commissures des lèvres vers le haut, et des muscles orbiculaires de l'œil, qui créent des petites rides autour des yeux, les pattes doigts. Si le pli nasogenien, la ride qui va du nez au coin de la bouche, n'apparaît que d'un côté, ou si les yeux restent inexpressifs, le sourire est faux. La joie n'atteint pas les yeux, et c'est une différence cruciale. Mais les micro-expressions vont au-delà du sourire. Une micro-expression de peur peut se manifester par un soulèvement des sourcils et un élargissement des yeux pendant une fraction de seconde, même si la personne essaie de paraître calme. La colère peut se traduire par un léger froncement des sourcils ou un pincement des lèvres. Le mépris, une émotion particulièrement révélatrice de jugement négatif, se manifeste souvent par l'un des coins de la bouche qui se relève très brièvement. Pour vous entraîner, une astuce pratique est de regarder des vidéos, des films ou même des interviews à la télévision, puis de couper le son et de les passer en vitesse ralentie. Vous commencerez à voir ces éclairs fugaces, ces émotions qui traversent le visage avant d'être masquées. Une seule image suffit parfois. Capturez-la mentalement et vous tenez la clé de l'émotion cachée, celle que la personne ne veut pas vous montrer. C'est une compétence qui demande de la patience et de la pratique, mais qui ouvre des portes incroyables sur la vérité émotionnelle. Secret numéro 5. Les mots sont importants, bien sûr, mais le ton, le volume et les pauses que nous utilisons pour les prononcer valent souvent bien plus que les mots eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le paraverbal, et c'est un détecteur de mensonges étonnement efficace. Quand une personne ment, son cerveau est soumis à une charge cognitive énorme. Il doit à la fois inventer une histoire, la rendre crédible, se souvenir de ce qu'il a dit,
et en même temps tenter de paraître normal. Cette surcharge se manifeste souvent dans la voix. Typiquement, un mensonge fait monter la gorge d'une octave. La voix devient plus aiguë. Pourquoi ? Le stress et la tension contractent les cordes vocales. Le débit de parole peut augmenter de 50%, comme si la personne voulait se débarrasser de son mensonge le plus vite possible, pour éviter d'être interrogée ou de s'en mêler les pinceaux. Et ces petits béquilles verbales, les « les enfin, les en fait », ont tendance à doubler, voire tripler. Ce sont des signes d'hésitation, de recherche de mots, de tentative de gagner du temps pour construire la façade. Le cerveau menteur cherche à finir vite pour éviter l'interrogatoire, pour échapper à la pression de la conversation. En 5 secondes, repérez le moment où le débit s'accélère, juste avant ou pendant qu'il prononce un mensonge évident. C'est comme une voiture qui met les gaz. L'accélération est souvent précédée ou accompagnée d'une déglutition marquée, d'un raclement de gorge ou d'une légère altération de la qualité de la voix. Voici une astuce simple pour déceler ces changements. Posez une question anodine au début de la conversation. Quelque chose de simple comme « Comment s'est passée ta journée ?» ou « Quel temps fait-il ?» Notez la vitesse de base de la personne, son ton habituel, sa fréquence d'utilisation des « e ». Établissez cette ligne de référence. Puis, posez la vraie question, celle qui est potentiellement sensible ou qui pourrait inciter au mensonge. Si le tempo grimpe de plus de 20%, si la voix monte en pitch, ou si la personne se met à déglutir de manière répétée pendant la réponse, le drapeau rouge est levé. Il est important de noter que ces signaux ne sont pas des preuves irréfutables de mensonge à eux seuls, mais ils indiquent un inconfort, une tension ou une hésitation. Couplez cela au secret 1, le contact visuel. Si le regard fuit et que la voix monte en pitch ou s'accélère, vous pouvez parier votre café que la personne cache quelque chose ou est profondément mal, à l'aise avec la vérité. C'est la combinaison des signaux qui renforce la fiabilité de votre observation. Le paraverbal est une mine d'or d'informations pour qui sait écouter au-delà des mots. Secret numéro 6. Sans contexte, pas de certitude. C'est la règle d'or. Le filtre obligatoire avant toute interprétation. Ignorer le contexte, c'est risquer de commettre des erreurs grossières d'analyse et de juger à tort. Un contact visuel intense, par exemple, est perçu comme un signe de respect et de sincérité en France, ou dans de nombreuses cultures occidentales. Mais ce même regard soutenu peut être interprété comme une agression ou un manque de respect flagrant en Corée du Nord, au Japon ou dans certaines cultures africaines. De même, un hochement de tête signifie « oui » chez nous, mais il signifie « non » en Bulgarie et dans certaines parties de la Grèce. Avant de tirer des conclusions hâtives, posez-vous systématiquement 3 questions. Appliquez ces 3 filtres essentiels. L'origine culturelle de la personne, la situation de pouvoir dans l'interaction et le lieu physique où se déroule la scène. Premièrement, l'origine culturelle. Les normes de communication non verbale varient énormément d'une culture à l'autre. Le sourire, la distance physique, les gestes des mains, l'expression des émotions, tout est codifié différemment. Ce qui est un signe de nervosité ici peut être une marque de respect ailleurs. Si vous interagissez avec quelqu'un d'une culture différente, prenez le temps de vous informer sur leurs codes non-verbaux, ou, à défaut, soyez plus prudent dans vos interprétations. Deuxièmement, la situation de pouvoir. La dynamique de pouvoir influence grandement le langage corporel. Dans une relation hiérarchique, un subordonné peut éviter le contact visuel par respect ou par peur, sans que cela ne soit un signe de mensonge. Un supérieur, en revanche, peut maintenir un contact visuel prolongé pour affirmer son autorité. En 5 secondes, observez le groupe. Si tout le monde évite le regard d'une personne, si les corps se tournent légèrement d'elle, il est fort probable que le pouvoir, l'autorité ou même la peur soit chez cette personne, pas chez vous. Cette dynamique peut fausser l'interprétation de signaux comme le contact visuel ou la posture. Troisièmement, le lieu physique. L'environnement dans lequel se déroule l'interaction a un impact direct sur le comportement. Si vous êtes dans un open space bruyant et surpeuplé, le pas de l'orateur, les pieds orientés vers la sortie, peut être atténué par la proximité des bureaux, par la difficulté de s'échapper physiquement. Dans ce cas, interprétez ce signal avec 20% de marge d'erreur, car la personne pourrait simplement être mal à l'aise dans l'environnement plutôt que de vouloir fuir la conversation. Un environnement intime peut encourager un plus grand contact visuel, tandis qu'un lieu public et exposé peut rendre les gens plus réservés. Le secret ultime, c'est la triangulation.
il vous faut au moins 3 indices congruents, qui pointent tous dans la même direction, pour valider une conclusion avec un degré de certitude élevé. 2 indices, c'est un soupçon, une piste à explorer. Un seul? Gardez-le en tête, c'est une observation intéressante, mais ne pariez pas votre réputation, ni une décision importante, dessus. Secret numéro 7. Le summum de l'art de décoder, c'est d'identifier ce qu'on appelle un cluster. Un cluster, c'est quand plusieurs de ces signaux non-verbaux s'alignent, se synchronisent et pointent tous vers la même émotion ou la même intention. C'est l'équivalent d'une alarme rouge qui clignote sur plusieurs tableaux de bord simultanément. Quand vous assemblez un contact visuel fuyant, avec un pli du mensonge sur le haut de la poitrine, des pieds orientés vers la sortie, une micro-expression de peur ou de dégoût qui traverse le visage, et une voix qui monte en pitch avec un débit accéléré, vous tenez un cluster. Obtenez 3 de ces 5 signes en moins de 5 secondes et vous tenez une peur réelle, une anxiété profonde, qui est très probablement liée à un mensonge ou une dissimulation majeure. Pourquoi ? Parce que le cerveau, face à une situation de stress ou de tromperie, active le même circuit amygdalien, le centre de la peur et de l'émotion. Le corps entier se met en mode alerte, et cette alerte se manifeste par une multitude de signaux physiques et verbaux involontaires. Plus le cluster est riche, plus les signes sont nombreux et concordants, plus la fiabilité de votre diagnostic dépasse les 90%. Les profilers du FBI appellent souvent cela la triade de la tromperie. Le regard, qui fuit ou fixe de manière anormale, la respiration, qui se bloque ou devient superficielle, et la fuite, les pieds qui s'orientent vers la sortie. Ces 3 éléments sont si fondamentaux et si difficiles à contrôler consciemment qu'ils forment la colonne vertébrale de tout cluster fiable. Quand vous voyez cette triade se manifester, vous êtes presque certain que quelque chose de significatif est caché. La beauté du cluster, c'est qu'il dépasse la simple observation isolée. Un pied vers la sortie, seul, pourrait être de la politesse ou un inconfort physique. Un regard fuyant, seul, pourrait être de la timidité. Mais quand ces signes se combinent avec une voix qui tremble et une micro-expression de peur, l'image devient d'une clarté déconcertante. C'est la synergie de ces signaux qui rend le diagnostic si puissant. Quand vous le verrez une fois, ce cluster, vous ne pourrez plus l'ignorer. C'est comme apprendre à voir une nouvelle couleur. D'où l'expression, un peu caricaturale mais révélatrice, « Il m'a fait un cluster » dans les bureaux du FBI, signifiant que la personne a révélé une série de signaux trahissant sa dissimulation. Et bientôt, vous aussi, vous allez dire « Il m'a clusterisé » quand un collègue vous racontera une histoire abracadabrante autour de la machine à café. C'est une compétence qui transforme votre perception des interactions humaines, vous offrant une vision bien plus profonde de ce qui se passe réellement.